Salut chez tout le monde, Michel Deschenekachon et je suis le métis urbain. Prise 2. Ben oui, là, j'ai voulu enregistrer l'épisode sur les voyageurs directement au site historique à Ville-la-Chine. Donc, c'est une super belle place, là. C'est sûr que c'est fermé en basse saison. Ça va réouvrir juste au mois de juin. Mais j'avais envie d'aller là-bas. Je voulais enregistrer tout l'épisode directement sur place. Mais mon chien, qui est ici, il fait des gros dodos, là, il est brûlé. Il y avait trop d'odeurs, trop de distractions. Fait que j'étais pas capable de me concentrer pour enregistrer mon balado directement à l'extérieur parce que je voulais profiter du petit redout fin mars. Donc, parce qu'aujourd'hui, ben, j'avais envie de parler des voyageurs. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les voyageurs, ben, à l'époque de la traite des fourreux, là, on parle des années 1800, là, mettons, là, ben, il y avait des gens engagés habituellement soit par la Compagnie du Nord-Ouest ou la Compagnie de la Baie du Thon. Et leur rôle était de transporter du matériel à partir de Montréal jusque un peu plus à l'ouest. Donc, et ensuite de ça, à partir de là-bas, ben, ils faisaient le retour avec des fourrures. Okay. C'est sûr que c'était beaucoup de travail. Les gens qui partaient d'ici, ils partaient de Montréal. Et on n'a pas idée des conditions dans lesquelles ils pouvaient vivre. C'était quand même incroyable. Là. Ils partaient d'ici. Là. Ben, il y a certains types de voyageurs qui, eux, leur rôle, c'était de se rendre à Fort William. Fort William, c'était un poste de traite, un fort qui appartenait à la Compagnie du Nord-Ouest. Et il allait jusqu'à là-bas. Comme c'est à peu près, je pense, à mi-chemin, là, parce que c'est proche de Thunder Bay, en Ontario. Donc, c'est à peu près à mi-chemin, dans le fond, entre Montréal puis Winnipeg, si on veut. Donc, il y avait des voyageurs qui voyageaient jusqu'à là, puis qui revenaient. Ils faisaient ça, là, c'est un peu le camionneur, les camionneurs du passé, là. La seule différence, c'était pas le camion qui faisait le travail, c'était pas un moteur, c'était vraiment leurs bras, là. Fallait vraiment qu'ils soient forts. Et tu avais d'autres voyageurs qui, eux, à un moment donné, ben, quand ils devenaient plus expérimentés, ils pouvaient aller un petit peu plus loin, le double de distance, et ils allaient jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Winnipeg. Mais à l'époque, on appelait ça la région de la Rivière-Rouge. Par exemple, j'ai un de mes ancêtres, lui, ça a été le premier à partir de Montréal vers l'Ouest canadien. Ça a été le premier de mes ancêtres. J'en ai eu d'autres après, là. Mais lui, ça a vraiment été le premier à partir de la gang et de cette souche-là de la famille, en fait. Et lui, il habitait à Berthierville, dans ce coin-là. Son notaire était à Berthier, mais il partait de Montréal. Il partait de Montréal, puis il s'en allait vers l'Ouest canadien. J'imagine les maisons étaient moins chères à Berthierville, c'est pour ça qu'il restait pas à Montréal. Alors, il y avait beaucoup de voyageurs à l'époque, de Canadiens français qui habitaient là-bas. Lui, c'était pas un métis, mais c'était le chef de famille d'une famille métisse, d'une lignée métisse, si je pourrais m'exprimer ici. Okay? Donc, les voyageurs, eux autres, leur job, c'était de partir en canot, en rabasca, hein, c'était un canot avec plusieurs places, puis il y avait leur endroit désigné dans le canot. Là, j'ai pas les détails techniques. Si tu connais les détails, écris-moi-le en commentaire, parce que j'ai pas tous les détails, mais ils pouvaient être assignés en avant du canot, au milieu, à l'arrière. Là. Je sais que le fils à Michel, mon ancêtre, lui, donc une génération après, je sais que lui a été middleman dans les documents, les archives de la Compagnie de la Baie du Thon. Là, il y avait plein de métiers, je vais en parler plus tard. Mais un de ses métiers, un de ses travails, c'était quand il faisait du canot, il était au milieu. Fait que là, je sais pas trop pour quelle raison, faudrait que je vérifie. Donc, le voyageur, lui, ben, il allait ravitailler, dans le fond, les forts, les postes de traite
parce qu'il y avait besoin de farine, il y avait besoin d'un paquet de trucs qui venaient soit de la région ici, des fermiers, hein, des fermes, ou soit de l'Europe aussi. Et après ça, ben rendu sur place, ben hein, ceux qui connaissent, moi je suis un ancien camionneur. Fait que c'est le même principe, tu reviens pas les mains vides. Hein, tu vas faire ta livraison, là. Tu sais, moi, quand je partais là à 2 000 à 3 000 kilomètres, puis 5 000, 4 000, ouais, je suis allé jusqu'en Californie. Fait que, mettons, tu fais 4 500 kilomètres, là. Ben, quand tu reviens pas vite, c'est pas payant pour personne. Alors, ils ramenaient de la fourrure, ces gens-là. Okay. Donc, leur travail, c'était colossal, là. Parce qu'il y avait pas de route dans le temps, là. Puis c'était pas une petite passe de canot, là. Hey, on s'en va en canot, une petite balade, comme on voit le monde sur Instagram, sur un paddleboard à pagayer. Non, 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 non. C'était de la grosse ouvrage, là, parce qu'il fallait qu'ils traversent les Grands Lacs, entre autres. Et les Grands Lacs au Canada, là, je sais pas s'il y a des pêcheurs, là. Moi, je suis allé pêcher au lac Ontario. Les Grands Lacs, c'est immense, là. C'est des mers intérieures. Fait que quand le vent se lève, t'as de la vague, là, c'est fou, là. Donc, ces gens-là, fallait qu'ils pagaient, mais c'est des journées entières, c'est des 14 heures par jour qu'il fallait qu'ils pagaient, là. Moi, là, comme ancien camionneur, je faisais ça des 14 heures par jour de travail, OK? Puis, fallait que je fasse attention à la route, tu sais, ça demande quand même de l'attention puis une certaine vigilance. Mais ça se compare même pas à mes ancêtres qui voyageaient en canot. C'est fou, là. Hey, 14 heures à pagayer. Puis là, j'ai à pagayer, des fois, t'as le vent dans le dos, des fois, t'as le vent en face, des fois de côté, des fois, tu te fais chavirer. Il y en a qui sont jamais revenus, là. Hey, c'est dangereux. Puis quand, à un moment donné, ben, il fallait que je change de lac, ben, il y avait du portage à faire. C'est fou, là. Là, le portage, là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais au chalet à mon ami Stéphane. Je me rappelle encore, à Ayerscliff. On faisait du portage pour aller au chalet, mais, tu sais, on descendait la côte, je sais pas, moi, on avait peut-être 100, 150 mètres, là, je me souviens pas, j'étais jeune, tu sais, à descendre le stock, puis rendu en bas, on faisait 10 minutes de chaloupe, puis après ça, on remontait à la côte jusqu'au chalet. Mais eux autres, ça n'a rien à voir, là. Ils faisaient des kilomètres de portage, là. Tu sais, il fallait qu'ils se mettent du stock sur le dos, là, les bio. C'était comme 80, 90 livres, je pense, qui se mettaient ses épaules, là. Hey, c'est gros, là, 90 livres, là. Puis là, il fallait qu'ils marchent avec ça. Des fois, sans ligne droite. Mais même sans ligne droite, on recule, là, dans les années, c'est bon, mais 1700, 1800. Ben, les routes, là, ils marchaient pas sur l'asphalte, là. Il y avait des racines, il y avait des roches, puis il y avait des côtes aussi, tu sais. Des fois, c'était le même, là. C'était malade. Puis là, ben, ça, c'est les bagages. Après ça, ben, il fallait qu'ils portent le canot. Il y a un portage, j'ai vu, je pense c'est où le lac supérieur. Je vais passer par là quand je vais faire mon retour de l'Ouest canadien. Je vais passer par Pembina, en Dakota du Nord. Puis après ça, je vais continuer vers les Grands Lacs, à peu près à 800 km de là. Tu as le grand portage. C'est une plage, je pense que c'est autour de 14 km de portage qu'il fallait qu'il fasse. T'imagines-tu? 14 kilomètres de portage. Ça veut dire que les gars qui sont là-dedans, je veux dire les gars, la plupart, c'est des gars. Des fois, il y avait des filles. Des fois, il y avait des filles parce que des fois, ils bougeaient aussi. Mais la plupart du temps, c'était des hommes. C'était rare que les familles, mais quoi que, je vais en parler plus tard, mais Michel, mon ancêtre, il a voyagé avec sa famille. Donc, à grand portage, t'imagines-tu, là, tu te mets 90 livres sur ses épaules, tu marches 14 kilomètres, tu déposes ça, puis tu reviens, tu reprends un autre 90 livres, tu retournes. Ah, imagines-tu, là? Tu fais ça 5 fois, là, 6 fois. C'est malade, là. Puis après ça, faut que tu rapportes le Rabasca, le gros canot. Faut que tu le transportes aussi à la gang. Il fallait que ça soit en forme, là. Il fallait que ça soit fait fort. Je veux dire, tu sais, moi, je demande à mes enfants d'aller au dépanneur m'acheter un sac de chips. Ah, j'ai la flemme! T'imagines-tu? Hey, se rendre à Winnipeg, c'est quoi? C'est 2200 kilomètres. En canot. En canot. Mon ancêtre, là, Michel, lui, j'ai un acte notarié qui a signé à Berthierville, puis son notaire était là-bas. Les notaires sont moins chers aussi à Berthier. Et il a signé ça à Berthier, je pense que c'était un mois d'avril, puis il partait de Montréal. Puis dans son contrat, c'était pas n'importe quoi, là, tu sais, c'était un engagement.
comme de quoi que, bon, c'était écrit, là, mettons, t'embarques, il y a telle compagnie qui t'embarque dans son canot, OK? Et c'est un Sir John, je ne sais pas qui. Bref, il signe comme de quoi qui s'engage à travailler comme les autres hommes sur le canot en échange d'un lift, parce que ben ça, c'est un des actes notariés que j'ai trouvé. Il va avoir un lift pour se rendre là-bas. Il s'en allait c'était au fort de la rivière Souris à la rivière Rouge. Ça, c'est au Manitoba. Parce qu'à l'époque, la rivière Rouge, c'était pas juste une rivière, c'était une région. Une région surtout administrée par les Métis, où il y avait beaucoup de communautés métisses. Donc, lui, dans l'acte notarié qu'il a signé, il signait comme de quoi qu'il partait de Montréal, il s'engageait à travailler avec les autres hommes et se rendre à Fort de la Rivière-Rouge, de la Souris à Rivière-Rouge. Et si jamais un des deux parties brisait le contrat, ben, il devait donner 50 livres. À l'époque, c'était des livres, là. Il devait donner 50 livres en échange de compensation là, financière. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas moi, mettons mon ancêtre, Michel, lui, il pagait, puis là, rendu à Fort-William, là, à moitié chemin, il dit, moi, j'étais cœuré, j'haïs ça, finalement, pagayer. J'ai une tantinite dans l'épaule, fait que je peux plus continuer. Ben, il devait donner 50 livres au propriétaire du canot. Puis si, mettons, il était un peu mal commode sur le canot, puis il se faisait kicker out du canot, ben là, c'est l'inverse. C'est le propriétaire du canot qu'il fallait qu'il donne un montant d'argent, c'est un 50 livres lui aussi. Parce que la place est là, tu peux pas niaiser parce que c'est un travail d'équipe, là. C'est un travail d'équipe, puis tu peux pas lâcher de même, là. Ça, c'est de la responsabilité. Je m'excuse pour le bruit. Une petite gorgée d'eau pétillante. C'est vraiment de la responsabilité parce que il manque une paire de bras sur un canot, là. Ouf! C'est rough, là. C'est rough. Même principe, tu te retrouves, tu te fais mettre dehors du canot, tu te retrouves tout seul en plein milieu des bois, là. Ouf! C'est rough. Hein? Donc, il y a vraiment une entente signée et t'imagines, tu sais, tu t'engageais à partir pour des mois, puis des mois, puis des mois, là. C'est fou, là. Hein? Donc là, t'imagines-tu, là, ils sont dans le canot, là, ils sont sur les grands lacs, puis ça rame. Du matin, là, il fait noir encore le matin, le soleil, il n'est même pas levé, puis là, il rame. Il rame pendant des heures et des heures. Puis là, à un moment donné, ils finissent par prendre une petite pause. Faut que ça arrête pour dormir. Tasse le canot sur le bord. Fait que là, il y en a un qui dit, je vais partir un feu. Il dit, t'as-tu du feu? Là, mon ancêtre Michel le regarde et il dit, non, mais j'ai du beurre de peanut. Non, il n'y avait pas de beurre de peanut dans ce temps-là. Il y avait de la bannique. Ben, la bannique. Les ancêtres appelaient ça, à l'époque, c'était de la galette. Ouais, la galette, parce que dans ce temps-là, souvent, il n'y avait rien pour faire monter le pain. Fait que, on appelait ça la bannique, on l'appelait la galette. C'était bien plat. C'est un peu plus dur. Puis ça se conserve plus longtemps. Donc, ça pagayait comme ça, là, puis ça portait, c'était fou. Puis mon ancêtre Michel, lui, ben, c'est pas juste des voyages qu'il a fait. En voyageant comme ça, lui, puis là, je dis mon ancêtre Michel, mais c'est le cas, je parle de Michel, mais c'est le cas de plein de voyageurs canadiens-français. À l'époque, là, les voyageurs, il y en a beaucoup qui s'établissaient dans l'Ouest. Je vais parler d'histoire de Michel parce que c'est elle que je connais, tu sais. Ben, lui, il a fondé une lignée de famille métisse. Parce que lui, écoute, c'est sûr qu'il y avait des connaissances en navigation, il y avait des bonnes paires de bras, mais il a rencontré une autochtone là-bas, une métisse, dans un de ses voyages. Elle s'appelle Margaret. Margaret Grant. Grant, c'est un nom très populaire à l'époque parce que, en fait, Margaret Grant, son père est écossais. Son père se nommait Cuthbert Grant. C'est un Écossais. Il est venu ici pour
comme bien du monde, là, pour faire la traite des fourrures. OK? Il est venu ici pour la même affaire que les autres. Et il y a eu des enfants. Là-bas, lui, il s'est marié avec une crie. Fait que Margaret, mon ancêtre, elle a un père écossais, puis une mère crie. Et elle a fondé une famille avec Michel. Des enfants des enfants qui ont grandi comme voyageurs et comme chasseurs et comme guides, etc. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais bref, Margaret Grant, qui est la sœur de Cuthbert Grant Jr. Cuthbert Jr., ça a été lui qui, durant la proclamation du Pimlican, il a mis son pied à terre pour dire que, hey, la baie du Thon, là, vous ne direz pas à nous autres de pas vendre de Pimlican aux Métis. Vous allez ruiner notre économie. Fait que, il y a eu une bataille. La bataille des 7 chaînes, pour certains. Il y en a d'autres qui appellent ça la bataille de la grenouillère. Mais bref, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est très, très, très documenté. Et c'est les Métis qui ont gagné contre la troupe de la compagnie de la baie du Thon. Et là, ils ont commencé à nous respecter parce que c'est là que la nation métisse a s'est comment je peux dire, elle s'est proclamée comme étant une nation à part entière. Ouais, on va dire ça de même. Fait que Marguerite, c'est une femme importante parce qu'à l'époque, là, mine de rien, tu sais, on parle beaucoup des hommes qui étaient des voyageurs, puis les femmes, elles s'occupaient des enfants, ben, elles transmettaient la culture métisse aux enfants. T'sais. Puis quand Michel est arrivé là-bas, hey, lui, petit gars de Montréal, là, Berthierville, il se retrouve à l'autre bout du monde, là, à 2500, 2200 kilomètres. Il connaissait rien. T'es voyageur. Et quand il est arrivé là-bas, là, j'ai pas tous les détails, je sais pas comment il l'a rencontré, mais il a fini par rencontrer Marguerite. Marguerite, elle avait à peu près quasiment 30 ans plus jeune que lui. Okay? Et ce qui était fréquent à l'époque. Et elle, par contre, elle connaissait le territoire. Elle, la métisse, elle savait comment survivre. Parce que les gens qui restaient dans l'Ouest durant l'hiver, les hommes, les coureurs des bois, les trappeurs, les voyageurs, parce que c'est des métiers qui sont différents, là. Michel, c'était pas un trappeur, c'est un voyageur. À moins que je me trompe, mais ce que j'ai lu. Là, tu dis, en fait, toutes les sources que je prends, tu sais, je vais chercher mes sources sur il y a la Gabrielle Dumont Institute qui parle beaucoup. T'as la Société historique de Saint-Boniface, Manitoba, qui a beaucoup, beaucoup d'archives. Fait que, tu sais, je vais tout chercher ça là, puis ils ont laissé des traces, mes ancêtres. Fait que c'est pour ça que j'en connais, puis à force de lire sur le sujet, ben, il y a un dessin qui se forme dans ma tête. C'est pour ça que je vous en parle. Fait que là, elle connaissait le territoire et tout, puis ils ont fondé une famille. Ils ont fondé une famille qui ont été très actifs dans la traite des fourrures, parce qu'il y avait des rôles. Il y avait des rôles là-dedans. Michel puis Marguerite, ils ont vécu un bout ensemble, puis tantôt, je disais, Marguerite, elle a voyagé aussi. Elle a voyagé avec les enfants entre Rivière-Rouge et Montréal, Berthierville, parce que je sais qu'ils ont au moins eu un enfant à Berthierville. Elle a accouché. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas si elle a accouché à Berthierville, mais il me semble que oui. Mais du moins, il a été baptisé à Berthier, son gars. Ouais. Puis Michel puis Marguerite, à l'époque, se sont mariés à ce qu'on dit à la manière du pays. Ça, là, à la manière du pays, là, c'est pas compliqué, là. C'est sûr que les plus jeunes, là, tu sais, c'est simple. Parce que si on recule dans le temps, les gars, les filles pouvaient pas se marier, ils pouvaient pas,
avoir une relation amoureuse s'il n'était pas marié. Parce qu'à l'époque, la religion était très, très présente chez les gens. Pas chez les Premières Nations à l'époque, là, mais chez les colons, là, les Canadiens français, c'était les gens de l'Europe, là, c'était très, la religion était très importante. Alors, tu n'avais pas le droit d'avoir une famille, de fonder une famille, puis te marier si tu n'avais pas d'enfant. Si tu n'avais pas d'enfant, qu'est-ce que je dis là? Quel lapsus. Si tu n'étais pas marié. Tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui, là. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui au Québec qui se marie, là. Mais les gens, ils ont quand même des relations à long terme, ils ont des enfants, puis c'est correct. C'est pas mal vu là, aujourd'hui. Là. Mais à l'époque, aïe. Mais socialement, on acceptait que quand il y avait un voyageur ou quelqu'un qui travaillait sur la route, puis qui allait dans le bois, s'il se mariait à la manière du pays, ça, c'était acceptable. C'était acceptable, donc et ils n'ont pas fait ça devant un prêtre, mais ils avaient le droit de fourrer. Ouais. Ça dérangeait pas personne. C'était comme ça. Je sais qu'il y en a qui se sont remariés. Là, je me souviens plus c'est lequel de mes ancêtres, là. Je sais qu'il y en a qui se sont mariés à la mère du pays, puis une fois qu'ils étaient revenus devant le monde, devant le monde, c'est pas qu'il n'y a pas le monde là-bas, là, mais ici, mettons, ils revenaient en ville, là, ben là, des fois, ils se remariaient, mais à l'église, là, devant un prêtre, là, pour officialiser ça. Bon. Autre temps, autre mœurs. C'était comme ça. Bref, Margaret, elle s'est mariée avec Michel. Ils ont fondé une famille de métis, puis elle a voyagé, là. Je dis avec les enfants. Parce qu'il est retourné, là, le chemin de fer n'a pas rendu encore. Le chemin de fer est arrivé plus tard. J'ai un autre de mes ancêtres, mais du côté des Turcottes, lui. Lui, il est arrivé comme à peu près 2 générations après, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais. Les Turcottes, les autres sont arrivés en train, probablement. Parce que c'est à cette heure-là, à cet âge-là. Dans ce temps-là, le train était là. Mais avant le train, comme Marguerite, quand elle était là, il n'y avait pas de train. De son vivant, le train ne se rendait pas encore. Fait que, elle a accouché de mon ancêtre André, ou du moins, elle l'a fait baptiser, je sais pas trop. Mais elle est venue avec, en tout cas, même, ouais. Ouais, André, il est né à Berthier. Ouais, il est né à Berthier, ou à Laveltrive, dans ce coin-là, à Montréal. Dans l'Anaudière. Dans l'Anaudière, c'était très, très populaire. C'est sans doute, j'embarque-tu là-dedans? Bref, tu sais, on parle des métis souvent avec la fameuse ceinture fléchée qui a été créée dans l'Anaudière, puis qui a été transportée après ça, et servie par les voyageurs, par les métis, etc. Mais bref, c'était fou, là. En 1800, là, 1805, 10, ouais, André, lui, je pense qu'il est né en 1805. Fait que Marguerite, elle faisait ça, là. Avec Michel. Ils se promenaient d'un bord puis de l'autre, là, de l'ouest à l'est. Fait que je vais présumer que Michel voulait présenter à sa famille, j'imagine, voulait présenter à sa famille ses enfants et sa femme. J'imagine. Parce que c'était pas un voyage de tout repos là, pour personne. Là. Hein? Puis peut-être qu'il avait affaire, c'est un voyageur, c'est l'ancêtre d'un camionneur. On a une couple de même dans la famille. Lui, il est en canot. Puis son gars, André, ben lui, il faisait en canot puis en charrette. Les fameuses charrettes de la Rivière-Rouge. J'en parle tout de suite? Peut-être mieux d'attendre un peu, parce que là... Ouais. Avec Michel, je vais finir avec Michel. Michel, il avait 30 ans de plus à peu près que Marguerite. À l'époque, c'était fréquent. Et ben, il est décédé avant elle. J'ai pas la date exacte de son décès, mais parce que là, faut que je me fie sur certains sites de recherche d'histoire, puis c'est pas égal partout là sur quand tu cherches des traces de tes ancêtres là, tu sais. Moi, j'aime ça aller sur les sites officiels. Puis sur les sites officiels, ils parlent pas de la date de son décès, mais ils parlent juste de la date de naissance.
J'ai des actes notariés, mais j'ai pas son acte de décès. Puis sa sépulture, on sait pas non plus où. Mais on présume, parce qu'il y en a qui disent qu'il est mort à 85, à 80, fait que il est mort quand même assez vieux. Pour un voyageur, là, parce que hey, c'était physique sa job, là. Mais il a quand même toffé jusqu'à 80 pour voir quand même ses enfants grandir, là. C'est fou, là. Il n'a pas connu, je pense, le déclin de la traite des fourrures encore, je pense. Il n'a pas connu non plus la résistance nord-ouest. Mais il a sans doute connu, par contre, en 1816, ouais, sûrement connu en 1816 la bataille des Sept Chaînes, la bataille de la Grenouillère, c'est sûrement connu. Marguerite, elle aussi, on ne sait pas où elle a été enterrée. Les deux, on ne le sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a enterré. C'est pas écrit nulle part. Tu sais, je vais me renseigner quand je vais aller dans l'Ouest canadien. Je vais regarder à Saint-Boniface. Ben, ben, c'est pas documenté nulle part. Mais c'est sûr, je vais arrêter au cimetière à Saint-Boniface. Au cimetière à Saint-Boniface, ben, c'est sûr, j'ai mon arrière-grand-mère qui est là, arrière-grand-père. J'en ai là-bas, là. Louis Riel est enterré là. On va aller voir. Ben, parlant de Louis Riel, la femme à Louis Riel, son épouse, celle qui a donné 3 enfants, elle se nommait Marguerite Monette, dit Belle Humeur. Comme mon ancêtre Michel Monette, dit Belle Humeur. Son prénom était Marguerite. Le prénom de l'épouse à Michel était Marguerite. Michel et Marguerite étaient les arrière-grands-parents de Marguerite Monette dit Belle Humeur, épouse de Louis Riel. Donc, j'ai aucun lien de parenté avec Louis Riel. Mais, j'ai les mêmes ancêtres que ses enfants. Ouais. C'est fou. Ah, le monde est petit. Le monde est petit. Ouais. Mais les Louis Riel et son épouse sont enterrés. Il y a une tombe à Saint-Boniface. Saint-Boniface, qui était le cœur, c'est le cœur, pas le cœur. C'est un des endroits, un des villages métis qu'il y avait à l'époque. C'est la Rivière-Rouge, le secteur de la Rivière-Rouge, que je vais aller voir en juillet. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, l'histoire des voyageurs. Ouais. J'ai lu que les voyageurs, il n'y avait pas un menu super varié. Hein. Là, écoute, il ne pouvait pas faire une grosse gastronomie. Là. C'est sûr que quand il était capable de pêcher puis de chasser en chemin, il le faisait. Là. Il cueillait aussi. Là, quand il faisait du partage, il fallait qu'il arrête ou prendre une pause. Là. Il essayait de pêcher un peu puis de chasser un peu. Là. Mais sinon, il mangeait de la galette. Il mangeait du lard, je pense. Du pémican. On se rappelle, le pémican, c'est l'ancêtre de la barre tendre énergétique. Hein? À l'époque, ils prenaient, dans le fond, ça a été créé par les pardonnations, hein, on prenait du gras de bison, on faisait sécher la viande de bison, on l'égrenait, on le mettait en poudre, on mélangeait ça aussi avec des petits fruits, on faisait sécher ça, puis ça se conservait des années. Puis ça a été un très, très, très gros commerce lucratif. Je vais en parler un petit peu plus tard dans un autre épisode. Là. Un autre épisode parce que c'est un autre de mes ancêtres qui, parmi tant d'autres, j'imagine, faisait aussi le commerce de ça. Il faisait le transport, la chasse au bison, la transformation. Là. Je vais en parler. Mais fait que ça, les voyageurs, là, c'était comme limité un peu comme menu. Là. Un peu de poisson, j'imagine, quand ils réussissaient à l'empêcher et tout. Mais c'était... Quand mes enfants veulent pas manger, hein, on est loin de ça. Là-bas, il n'y avait pas bien le choix. Là. Hein? Ils se faisaient un genre de ragoût là, avec un peu d'eau, de la farine, trempaient leur galette dedans, là, la bannique. Elle trempait dedans, avoir un peu de lard.
Mettais un petit peu de pémican pour avoir un peu de protéines, puis un peu de gras, un peu d'énergie, parce que ça en prenait d'énergie, là. Fallait qu'ils se rendent là-bas, là. Fallait qu'ils aient porté le ravitaillement à Fort-William, peut-être même directement, j'essaie de me rappeler, il y a un fort à Winnipeg, je me rappelle pas. C'est le fort que, parce que des fois il allait là aussi, là. Il y a un fort à Winnipeg, c'est le fort que Louis Riel puis les autres métis ils ont pris à la première fois qu'ils ont fait une résistance. La première fois, ils ont pris ce fort-là pour dire, hey, gang, c'est assez, là. On en parlera, mais ouais. Fait que les voyageurs, ils l'ont eu dur. Encore une fois, les voyageurs, c'est un peu comme les camionneurs d'aujourd'hui. Ils transportaient le matériel. Ils faisaient pas ils faisaient pas de transactions. C'était pas des commerçants. C'était des transporteurs. Ils étaient engagés. Ils signaient un contrat la plupart du temps avec soit la compagnie de la Baie du Son, soit la compagnie du Nord-Ouest. Puis des fois comme sous-traitant aussi, là. Et Michel, lui avait signé un contrat avec un propriétaire, mais c'était pas directement la compagnie du Nord-Ouest. Lui avait signé dans ce contrat-là particulièrement. D'après moi, c'est un de ses derniers voyages, là. C'était un sous-traitant pour la compagnie du Nord-Ouest. Puis encore là, il s'engageait pas à travailler pour lui pour 10 ans. Hein. C'était juste parce qu'il voulait avoir un lift. Parce qu'il t'embarquait pas sur le pouce pour le fun. Là. Fallait que tu travailles fort. Fait que c'était pas mal l'histoire des voyageurs, mais surtout l'histoire de Michel Monette, dit Belle Humeur, Canadien-Français, natif de Berthierville, dans ce coin-là, puis qui s'est rendu, puis qui a fondé une famille dans l'Ouest canadien, puis qui a créé une lignée de métis. Fait que si il était pas parti d'ici pour s'en aller là-bas, ben moi, je serais pas là. À la prochaine. Salut tout le monde. Je suis présentement à Ville-la-Chine. Je suis au site historique du commerce des fourrures. Il n'y a pas personne. Quelques piétons. La place est fermée parce que tout est gelé. Ça me rappelle qu'à l'époque, les voyageurs partaient d'ici pour se rendre dans l'Ouest canadien. Il fallait qu'ils attendent qu'il fasse un petit peu plus chaud pour être capable de naviguer.